du tout début du XXe siècle pour évoquer un épisode qui est connu sans doute de beaucoup en raison du film américain Les 55 jours de Pékin qui lui a été consacré. Il s'agit du siège des légations étrangères de Pékin dans le contexte d'une Chine agitée par la révolte des boxeurs, d'une Chine qui tente d'échapper au contrôle des puissances étrangères, au fameux Break-up of China que celles-ci ont commencé à mettre en œuvre déjà depuis plusieurs décennies. Il faut rappeler en effet ce contexte. L'empire Qing, l'empire mandchou, installé depuis 1644, reste une très grande puissance par sa masse, sa population, le volume de son activité économique, mais en même temps, il s'est complètement fermé vis-à-vis de l'étranger. On le voit avec la tentative malheureuse d'ambassade anglaise McCartney à la fin du XVIIIe siècle. La Chine, comme le Japon d'ailleurs à l'époque, joue la carte d'une fermeture totale par rapport aux influences étrangères, par rapport à ceux que la caste mandarinale considère comme des barbares. Cela ne saurait durer, le décalage de puissance entre l'Occident industriel désormais et cet immense monde demeuré traditionnel va déboucher sur la guerre de l'opium en 1842 qui se termine donc par le traité de Nankin qui voit la Chine concéder à l'Angleterre le contrôle de Hong Kong. Ce n'est qu'un début à la faveur des révoltes qui agitent l'Empire, notamment celle des Taipings en 1850. Eh bien, les puissances étrangères vont disposer de très nombreux prétextes pour venir imposer leur volonté à la cour impériale. C'est ainsi qu'en 1860, une expédition franco-anglaise débarquée à Tianjin va marcher jusqu'à Pékin, s'emparer de la ville et perpétrer le fameux sac du palais d'été qui est resté comme une blessure toujours ouverte dans la mémoire des Chinois. Durant cette période, il y a une personnalité qui joue un rôle important à la cour. C'est une ancienne favorite dont le nom était Petite Orchidée, mais qui va devenir en fait ensuite la régente Tsui, que nous allons retrouver aux affaires pendant plus de 40 ans. Et cette femme habile, rusée, fourbe, diront les Occidentaux, va tenter tant bien que mal de préserver l'autonomie du pouvoir impérial chinois au moment où les grandes puissances ont commencé le partage des dépouilles d'un empire que l'on considère comme moribond et incapable de s'adapter aux conditions modernes de la puissance. Elle est régente pour le compte de son neveu Guangxiu, qui est âgé de 4 ans, dans un contexte difficile. C'est l'époque où les Français s'emparent du Tonkin après une guerre contre la Chine. En 1894-95, c'est la guerre entre la Chine et le Japon, et là le décalage apparaît considérable. Le Japon qui s'est transformé à marche forcée depuis l'ère des Meiji, mise en œuvre par l'empereur Mutsuhito, va écraser complètement la Chine, ce que va sanctionner le traité de Shimonoseki. Dans ce contexte, la malheureuse Tsui, la régente, a bien du mal à assumer le pouvoir, d'autant que bientôt une révolte nationaliste tournée contre les étrangers autant que contre le pouvoir central, la révolte dite des boxeurs, va se déclencher et gagner des régions entières du pays, avec immanquablement des meurtres de chrétiens, avec l'assassinat d'un missionnaire anglais en décembre 1899, et au début de 1900, eh bien, cette révolte prend une expansion toujours plus grande. Et à Pékin, eh bien, les membres des ambassades, des délégations étrangères, évidemment, ont de quoi s'inquiéter devant la détérioration de la situation.
Ils ont obtenu à la fin mai, au début juin, l'arrivée de modestes contingents militaires, des Russes, des Britanniques, des Français, des Américains, des Allemands, des Italiens, des Austro-Hongrois, des Japonais, en tout à peu près 500 hommes, ce qui n'est bien peu, évidemment, au cœur d'une ville de 2 millions d'habitants. Les légations sont installées dans le sud-est de la ville tartare, et elles sont entourées par une haute muraille coiffée par un véritable boulevard de circulation avec 2 grandes portes fortifiées à partir desquelles on peut tenter de défendre la zone. Ce sont en fait des quartiers de pavillons entourés de jardins qui ne se prêtent pas a priori évidemment à l'action militaire, des quartiers largement découverts en plus vers le nord, vers le parc du Prince Su. Les chrétiens chinois menacés par les boxeurs sont venus s'y réfugier, s'y regrouper en grand nombre. Le tout est difficile à défendre, et en plus ces Européens qui sont isolés là, eh bien il est bien difficile de dégager une unité de commandement entre eux. Le personnage le plus important, c'est le représentant de l'Angleterre, le ministre de Sa Majesté à Pékin, l'Écossais Claude MacDonald, mais les relations avec les Anglais sont difficiles. Nous sommes en 1900, nous sommes en plein dans la guerre des bourgs, et aussi bien les Français que les Allemands, par exemple, ou les Austro-Hongrois ou les Russes, bien sûr, sont pour cette raison tout à fait hostiles ou réservés vis-à-vis du représentant anglais, ce qui fait que les détachements se répartissent dans chacune des délégations sans qu'il soit possible d'imaginer un système de défense commun qui aurait été évidemment préférable. Les Britanniques sont dans le nord du quartier, les Japonais près du parc du Prince Fu, les Italiens ont eu leur légation incendiée et ils l'ont évacuée pour rejoindre les Japonais, les Russes et les Américains sont à l'ouest, les Allemands au sud, les Français à l'est, avec les Austro-Hongrois, et en plus un petit contingent français se trouve à la cathédrale, qui va être aussi assiégée en dehors du quartier délégation. Il y a là des personnalités fortes. Nous avons évoqué déjà MacDonald pour les Anglais, Stephen Pichon pour les Français, le Russe de Geers, l'Allemand von Kettler, mais tous ces gens-là ne réussissent pas au début à s'entendre et à constituer en quelque sorte une véritable défense commune. Les événements vont les obliger ensuite évidemment à aller dans ce sens. Dès le 4 juin 1900, une réunion est organisée à la légation anglaise avec des représentants de toutes les ambassades, parce qu'on a de mauvaises nouvelles. La ligne de chemin de fer entre Tianjin et Pékin a été coupée. La ligne de télégraphe va l'être incessamment, donc cette petite colonie d'Européens va se retrouver complètement isolée à 120 km de Tianjin, le port d'où peuvent venir d'éventuels renforts. Et cela au moment où les boxeurs se manifestent de plus en plus ouvertement, installent des barricades à proximité, au moment où le chancelier de la délégation japonaise, de la légation japonaise, Sugiyama, est assassiné par des rebelles en se rendant à la gare de Pékin. En plus, on apprend que le prince Tuan, chef de file des xénophobes les plus radicaux, a été promu à la tête du Conseil impérial. De quoi donc inquiéter quelque peu les assiégés qui attendent des renforts de l'amiral anglais Seymour, qui doivent venir donc depuis Tianjin, mais on ne sait pas dans quel délai et quel sera le volume de ces renforts. Pendant ce temps, Tsui, elle, joue de l'ambiguïté, souhaite le départ des Européens qui sont bloqués dans Pékin. Alors, dit-elle, c'est pour assurer leur sécurité. Mais évidemment, c'est
c'est un propos qu'ils ne prennent guère au sérieux, au moment où un peu partout dans le pays, des églises sont incendiées, au moment où se multiplient les escarmouches entre les boxeurs et les quelques troupes qui défendent les légations. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que les soldats réguliers de l'armée chinoise, à l'évidence, soit demeurent totalement passifs, soit font cause commune avec les insurgés. Dans ces conditions, les Européens sont bien décidés à demeurer sur place, car ils sont tout à fait conscients qu'un départ organisé aboutirait presque certainement à un massacre. D'ailleurs, tout cela se confirme le 20 juin. L'ambassadeur allemand, von Kettler, qui a décidé de se rendre au ministère chinois des Affaires étrangères en chaise à porteur, eh bien, il est assassiné. Il a choisi de ne pas avoir d'escorte, il est assassiné par un soldat chinois. C'est à partir de cette date, 20 juin, que l'on peut considérer que les combats vont commencer à se généraliser autour des légations. Dans le quartier donc des ambassades, mais également, je l'ai dit, à la cathédrale catholique de Pétang, qui est isolée de ce quartier. L'évêque français Monseigneur Favier et son coadjuteur Monseigneur Jardin ont accueilli là, ont abrité là des missionnaires, des lazaristes français, des religieuses italiennes, des réfugiés catholiques chinois, et ils sont défendus par 30 marins français, ce qui est évidemment bien peu de choses, sous les ordres de l'enseigne de vaisseau Paul-Henri, qui va d'ailleurs trouver la mort au cours des combats qui suivront. Pendant ce temps-là, à la légation française, c'est le lieutenant de vaisseau Darcy qui commande le petit contingent chargé de défendre le quartier. Alors, les combats commencent, fait des escarmouches isolées. L'armée régulière, à l'évidence, prend parti pour les insurgés. La légation d'Autriche-Hongrie doit être évacuée. Dès le 20 juin, un matelot français est tué. C'est la première victime française du siège des légations. Les assiégés sont bien peu pourvus en armement. Ils disposent de 2 mitrailleuses, d'un modeste canon de 37 italien, et surtout les munitions sont très rares. Il faut les compter soigneusement. Les Japonais, les Italiens réunis creusent des tranchées dans le secteur du parc du Prince Fou. Un hôpital est organisé à la légation britannique, mais ce qui apparaît le plus pénible, au-delà du danger des combats, ce sont en cet été de 1900 à Pékin, la chaleur bien sûr, et aussi très vite la faim, car les vivres manquent. Certains civils qui étaient là se sont mobilisés, notamment un ancien capitaine de l'infanterie coloniale, le capitaine Labrousse, qui avec quelques dizaines d'autres vient renforcer les soldats qui étaient là, mais il sera tué lui-même au combat. On assiste à des scènes tout à fait étonnantes. L'épouse de l'ambassadeur d'Autriche, Madame von Hostorn, va se brûler en s'attaquant à une barricade installée par les rebelles à proximité de la légation autrichienne. Toute une série d'orages vont quelque peu calmer les ardeurs des combattants pendant quelque temps, mais vont transformer tout le quartier en un véritable bourbier, ce qui n'a rien arrangé évidemment. Et pendant ce temps-là, la colonne attendue qui doit arriver depuis Tientsin, la colonne annoncée par l'amiral Seymour, n'arrive toujours pas. Et on ne sait toujours pas comment les choses vont se passer et s'il sera possible de tenir encore longtemps. D'autant que l'on se bat, je l'ai dit, dans deux zones différentes, le quartier des légations d'une part, la cathédrale de l'autre. Alors on entend au coup de feu échangé que l'une et l'autre de ces deux positions continuent à résister, mais la grande question c'est de savoir pour combien de temps, car les pertes quand même s'accumulent. Paul-Henri
Henri, dont j'ai parlé tout à l'heure, est tué à la cathédrale le 30 juillet. Le 8 juillet, c'est le commandant des forces autrichiennes qui est tué à son tour. Les rebelles tentent de creuser une galerie sous l'ambassade de France pour y amener une mine. Alors on va conclure une trêve le 16 juillet. Ça va permettre aux assiégés de renforcer quelque peu leur position, grâce notamment à un missionnaire américain, le père Gamoel, qui était ancien ingénieur de son État avant d'entrer dans les ordres. Ça va permettre de renforcer quelque peu les défenses des légations. Et puis tout cela va continuer entre le 17 juillet et le 10 août. C'est toute une série d'escarmouches qui vont opposer les deux adversaires. Du côté chinois, on est quelque peu hésitant au niveau du pouvoir. Le prince Tuan, qui est le chef de file des xénophobes, voudrait en finir avec cette résistance des légations étrangères, mais le prince Kong, qui craint beaucoup les réactions des alliés dans un tel scénario, a plutôt tendance à freiner l'ardeur des rebelles. Donc une longue période d'incertitude, sans avoir de nouvelles évidemment de la progression de la colonne partie depuis Tientsin. Enfin, le 9 août, un message du général anglais Gessler annonce qu'il a bousculé les troupes chinoises qui avaient tenté de s'opposer à sa progression quelques jours plus tôt. Et dans la nuit du 14 août, eh bien, les colonnes amies arrivent, hein, les Anglais d'abord, les Russes, les Japonais, ils vont dégager les légations. Le 16 août, ce sont les marsouins français de l'infanterie coloniale qui vont dégager la cathédrale, qui était le deuxième point de résistance dans la ville. C'est la fin, en quelque sorte, de ces 55 jours d'angoisse, de ces fameux 55 jours de Pékin. C'est la fin du siège, c'est le début évidemment d'une autre histoire. Tsui s'est enfui de Pékin dès le 14 août. En septembre, le prince Tuan, qui était le chef de file le plus hostile aux Occidentaux, est déchu. Et il est intéressant qu'au même moment, eh bien, un nationaliste chinois républicain, Sun Yat-sen, fonde le Kuomintang, premier parti nationaliste chinois qui réagit à la fois contre la présence étrangère, mais qui entend transformer le vieil empire mandchou en une république moderne. C'est tout un programme, évidemment, pour l'avenir. Alors, cet avenir va se faire encore quelque peu attendre. En décembre 1900, les puissances alliées vont se mettre d'accord pour préparer un protocole de 12 articles que l'on va chercher à imposer maintenant aux Chinois vaincus. Tsui est rentré à Pékin dès le mois de janvier 1901, et finalement le 7 septembre 1901, eh bien, un traité est signé à Pékin qui impose à la Chine une très lourde indemnité et qui vient mettre en cause encore, bien sûr, sa souveraineté, qui confère de nouveaux privilèges aux grandes puissances qui se sont coalisées pour venir rétablir l'ordre en quelque sorte dans l'empire du milieu. Les choses vont ensuite s'accélérer. L'empereur va mourir en 1908, puis Tsui elle-même va disparaître. Or, à ce moment, l'héritier du trône impérial, le jeune Puyi, eh bien, il n'a que 3 ans. Il n'a que 3 ans. C'est inquiétant, évidemment, pour l'avenir. Et presque fatalement, en octobre 1911, la révolution se déclenche dans le sud du pays. Et en décembre, Sun Yat-sen, le leader du Kuomintang, va se faire élire président de la République à Nankin. C'est une nouvelle histoire donc qui commence. La
l'empire mandchou se termine. Le 12 février 1912, le jeune Puyi abdique. C'est encore un petit enfant. On le retrouvera plus tard quand les Japonais chercheront à l'utiliser comme empereur du Mandchoukuo au cours des années 1930. On connaît son histoire étonnante. Il finira jardinier dans la Chine de Mao Tse-tung. Mais Sun Yat-sen ne l'a pas encore emporté. Il doit compter avec un chef militaire, Yuan Shikai, qui va finir par s'imposer à Pékin au cours des années suivantes, mais la malheureuse Chine n'est pas sortie d'affaire pour autant, puisque le XXe siècle va être pour elle une période d'épreuve sans doute encore plus terrible que ne l'avait été le XIXe, qui avait vu l'irruption des puissances étrangères. Et ces années sombres qui débutent avec la guerre de l'opium de 1840-42, eh bien, elles se termineront véritablement qu'à partir de 1978, quand Deng Xiaoping va orienter la Chine sur les voies qui vont permettre la résurrection que l'on sait.